Je suis Maud Ventura et vous écoutez La La La, le podcast d'énergie création sur l'amour. Je réponds à vos courriers du cœur avec mes invités, la rupture, le désir, la jalousie. Racontez-moi votre histoire à lalala@energie.com ou sur Instagram à lalala le podcast. La la la, c'est parti. Ça ira mieux plus vite que tu ne le crois. Le temps adoucit les choses, tu en sortiras plus forte. C'est bateau, mais face à une rupture amoureuse, il y a cette idée sans cesse répétée, le seul remède, c'est le temps. Je crois néanmoins qu'on peut accélérer la guérison. Commencer par se faire une raison, comprendre que cette séparation a du sens, l'accepter. Résister aux sirènes de l'idéalisation aussi, ne pas se souvenir que des beaux moments. Bien sûr que je revois nos discussions complices à travers le rideau de douche le matin dans la salle de bain, mais que j'efface toutes les fois où je me suis habituée à m'endormir sans avoir de tes nouvelles. Adopter les bons gestes aussi. Passer du temps avec ses proches, se recentrer sur ses passions, lire ses romans préférés, écouter les albums qui nous font du bien. Tuer dans l'œuf les questions stériles qui détruisent. Est-ce que mon ex a mal autant que moi j'ai mal ? Et enfin, s'accrocher de toutes ses forces, comme à une bouée au milieu de l'océan, aux sagesses d'une écrasante banalité et d'une infinie vérité. Ça ira mieux plus vite que tu ne le crois. Le temps adoucit les choses. Tu en sortiras plus forte. Si on a envie d'entendre parler d'amour d'une autre façon, c'est-à-dire avec violence, avec liberté et avec excès. Quand j'ai envie d'être amoureuse de lui, je joue un peu la comédie à moi-même. J'ai envie de dire non, il n'y a pas vraiment eu de coup de foudre. T'es tombé amoureux ? Ouais. C'est un besoin de ne pas être seul aussi. C'est un besoin d'être toujours avec une épaule, un bras, une présence. Quand on est célibataire, on a peur de ne pas trouver quelqu'un, de ne pas s'engager, de ne pas être en couple. Et quand on est en couple, on a peur de ne jamais être à nouveau célibataire. À partir du mois de septembre, l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Guérir d'une rupture amoureuse, c'est le thème de cet épisode de La La La. Pour en parler, un invité est avec moi. Son 3e album, La Femme Idéale, parlait d'un couple sur le fil, avec l'envie de se battre et l'espoir féroce que ça marche. 3 ans plus tard, c'est fini. On arrête, ça fait trop mal. Dans son dernier album, Paradis, Ben Mazué raconte sa séparation. Alors, il y a les semaines avec les enfants et les semaines sans, les semaines A, les semaines B, beaucoup de choses à reconstruire et la joie à retrouver. Ben Mazué, c'est de la poésie, autant que de la musique. Ses textes, mes copines profs de français les font étudier à leurs élèves. C'est de la narration aussi. Chacune de ses chansons a la puissance d'une micro-fiction. Avec Ben Mazué, il est souvent question d'amour, de sentiments. Il nous parle de lui et ça parle de nous. Parce qu'il nous raconte une histoire qu'on a tous vécue, même si on n'aime pas trop la fin. J'y vois une certaine familiarité avec La La La, de la vulnérabilité et pas de fausse pudeur. On se met tout nu, à poil et on pleure. Un invité très La La La, quoi. La La La, bonjour Ben Mazué. Bonjour Maud. Merci d'être là. Avec plaisir. Guérir d'une rupture, c'est un thème qui traverse votre dernier album, Paradis. Écrire la séparation, c'est une première guérison. Écrire tout court, c'est une première guérison. Après, sur la séparation et sur n'importe quoi d'autre, de toute façon, formuler, c'est déjà esquisser le début de la réponse. Quand on fait des chansons, l'idée quand même, c'est qu'elles résonnent chez les autres. Donc quand une émotion est trop singulière pour qu'elle soit partagée, je la mets pas en chanson. Mais là, en l'occurrence, la rupture, c'est un thème quand même qui est assez commun à nombre d'entre nous. Donc je pensais que c'était possible que ça résonne. Mais moi, j'écris sur ma vie, mais ça veut dire que j'écris sur ce que je vis, mais aussi sur ce que je vois, et aussi sur ce dont je rêve, en fait. C'est vrai que quand on arrive à l'âge que j'ai, parler de rupture amoureuse, c'est en parler avec une certaine forme d'expérience, parce qu'il y a autour de moi pas mal de gens qui ont connu ça, des proches, et évidemment parce que moi je suis passé par là. Et je pense qu'au final, il arrive une sorte de tambouille qui est très sincère, mais qui n'est pas forcément ma vérité. Mais parce qu'il y a aussi plusieurs façons de travailler. Il y a des artistes qui mettent énormément d'eux-mêmes dans leur création, qui sont particulièrement impudiques, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans un sens où ils pensent que c'est à travers leur mise à nu qu'ils vont permettre aux autres de se découvrir des atomes crochus et donc de se sentir moins seul dans ce monde. Donc j'ai l'impression qu'il y a des artistes comme ça, et pas seulement dans la chanson. Et vous en faites partie ? Parfois, j'ai l'impression que peut-être, mais moins que certains et certainement plus que d'autres. Je pense à un chanteur que j'adore qui est Renaud. Il y a beaucoup de sa vie dans ses chansons et pourtant
On n'est jamais dans l'impudeur, jamais. Quand on entend Mistral gagnant, il parle à sa petite fille et en même temps c'est la chanson la plus universelle que je peux connaître. Avant tout, il faut quand même se dire que quand on fait une création, elle est à destination de faire écho, quoi. Sinon ça n'a pas de sens. Donc dans cet album, vous parlez de rupture, de thèmes graves. Je me souviens d'une chanson dans votre album précédent, La liesse est levée, où vous disiez que c'est dur de dire la joie. Parfois les mots viennent pas, alors que le malheur, il est plus facile à écrire. Est-ce que donc c'était un matériel plus facile à manier ? Que la joie ? Ouais. C'est surtout qu'il est plus disponible, en fait. Moi, j'aime bien parler des thèmes graves, des grands virages de la vie. Grave, pas dans le sens triste, hein, toujours. Ça peut être beau, mais c'est en tout cas très important. Les grands virages, les deuils, les naissances, les histoires d'amour qui durent, celles qui s'arrêtent, qui sont très communes, mais qui sont pas la vie quotidienne non plus. Et la rupture en fait complètement partie, donc c'était un thème qui m'intéressait beaucoup, que je trouvais faire partie de mon champ de compétences, entre guillemets. Donc je rappelle le concept du podcast pour les auditeurs qui ont vu de la lumière et qui sont rentrés. On a aujourd'hui 3 courriers d'auditeurs et d'auditrices autour d'un même thème, donc la séparation et la guérison. On va les lire ensemble et on va en parler, essayer d'y répondre, mais très humblement. C'est parti, je lis le premier courrier. D'accord. Je suis cassée en 1000 morceaux. Au réveil, il y a une seconde où j'ai oublié qu'il m'avait quittée. Ensuite, la vérité m'arrive de plein fouet. C'est fini. J'ai du mal à respirer, j'ai l'impression d'étouffer, j'arrive pas à manger. L'image qui me vient, c'est « mon monde s'écroule ». C'est par vagues, pendant quelques heures ça va mieux, et puis je me remets à pleurer. N'importe où, au bureau, au supermarché, dans mon lit. J'attends son message, j'ai des souvenirs dans toutes les rues, j'ai tellement mal. Signé Iris. Alors dans ce courrier que j'ai reçu, il n'y a même pas de question de formuler, on sent un peu la confusion, quelque chose d'assez désorienté. J'ai pas plus d'informations sur le contexte, mais j'imagine une rupture récente, il y a une détresse. Mais ce que je trouve très fort dans ce courrier, c'est pour ça que je voulais commencer par là, c'est qu'on sent la douleur physique de la rupture, et je trouve qu'on parle souvent de la douleur psychologique, et rarement que ça fait mal, mais comme une rage de dents. C'est vrai. Mais c'est la souffrance du manque, en vérité. C'est le fait de devoir passer, malgré soi, à une autre vie. Mais alors c'est marrant parce que moi je trouve que cette grande souffrance physique dont vous parlez, pour moi qui commence à être un peu âgé, elle est assez belle parce que je sais que ça ira mieux, en fait. Je sais qu'à un moment, elle va retrouver le goût de vivre, cette Iris. Et alors ça, c'est un moment magnifique dans la vie. Quand on sort de cette grande souffrance, de la souffrance du manque, quand tout d'un coup, à force de courber les chines, à force d'aligner les jours l'un après l'autre, et ben tout d'un coup, un jour, on se dit « Ah, ça y est, je l'ai plus, j'ai plus ce problème-là ». Et quand on fait ce constat, il y a une sorte de moment qui est extrêmement libérant et qui vaut quasiment les souffrances du manque précédent. C'est vrai, hein, moi je trouve. Donc j'ai envie de dire à Iris, ça va aller mieux, c'est sûr. Ça ne va aller que mieux, en fait. C'est ça qui est super. C'est vrai qu'il y a cette idée quand même de... Enfin, quel conseil on peut donner dans ces moments-là ? J'ai l'impression que c'est toujours un peu des bêtises, mais en même temps, c'est plein de bon sens. Et le côté « ça va aller mieux », c'est vrai. Il y a une question que je me posais souvent, c'était aussi pourquoi ça va aller mieux. Et je me dis, parce que le temps passe. Mais il fait quoi le temps ? Enfin, le temps, il n'a pas une action. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Moi, ce qui me brise un peu le cœur, c'est que j'ai l'impression que le temps passe et que du coup, on oublie. Et donc, c'est pour ça que ça va mieux et c'est pour ça que Iris pourra se relever le matin sans avoir mal. Mais que le temps, il efface à la fois les jolis souvenirs et les moins beaux. Et donc, c'est juste l'effet de l'oubli quelque part. Et je trouve ça un peu décevant. C'est un peu la différence, je pense, entre une rupture amoureuse et un deuil, le deuil de quelqu'un. C'est que dans le deuil de quelqu'un, cette souffrance du manque, elle est aussi réjouissante parce qu'on y pense et qu'on a envie d'y penser toute la vie. L'idée de se dire que plus on y pense et plus elle est encore là, la personne qui est morte. Alors que là, l'idée, c'est d'essayer de plus y penser parce que je pense que après on y repense, je pense, avec un sourire. Quand le temps vraiment a passé et qu'on a guéri, je pense vraiment qu'on y repense avec des sourires et on y repense. Et il y a des souvenirs qui restent. Et puis surtout, ça nous a forgé, ça a fait de nous quelqu'un de différent. C'est un petit peu des sujets, peut-être des lettres qui vont venir, mais ouais. Il y a quelque chose de très immédiat dans cette lettre-là. Vous avez raison, c'est très récent. Ça se sent. Et on est mal avec elle, mais c'est physique. C'est seulement physique. Ça va passer, Iris. Est-ce qu'on peut revenir une seconde justement sur cette chanson, La Résiliation, qui date d'il y a quelques années maintenant. Ouais. Et dans cette chanson, vous décrivez effectivement un peu toutes les étapes. Donc ça commence par le manque chevillé au corps, voilà. Et après ça évolue. Mais j'ai l'impression qu'à la fin, il y a
plus grand-chose, quoi. En fait, le lieu qu'on avait construit à deux, cet appartement qu'on avait meublé ensemble, tout ce qu'on avait construit, ça n'existe plus. Ouais, ça n'existe plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Je crois pas que ce soit grave. Non. Il y a plein d'autres choses qui existent, qui sont restées, qui nous ont forgés, qui nous ont parfois un peu cabossés, mais qui ont fait de nous ce qu'on est. Je crois que il faut pas mettre de nostalgie dans des situations qui ne le méritent pas. C'est-à-dire que l'amour, c'est indispensable, mais pas toujours le même, pas toujours la même personne. Si c'est terminé, c'est terminé. Et cette case-là sera remplie par une autre histoire. Et on gardera des souvenirs. Oui, c'est sûr, c'est obligé. On garde toujours des souvenirs. Et parfois, on garde des souvenirs très enthousiastes et positifs. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans votre nouvel album. Vous dites dans une chanson qui s'appelle Semaine A et Semaine B, la chanson finit par « Quoi qu'il arrive, ça sera une grande victoire ». Et moi, j'ai écouté ça en mode « Mais comment on peut considérer qu'une rupture est une victoire ? Comment on peut considérer que malgré tout, c'est quelque chose de beau ?» Et j'étais assez déstabilisée et à la fois intriguée et fascinée par cette vision très quand même lumineuse de la séparation. Eh bien, je pense que c'est quand on conjugue le fait de savoir que cette histoire n'est plus possible, que c'est fini, qu'on a été tout au bout, qu'il n'y a plus d'espoir dans cette histoire, conjuguer ça avec le fait de savoir qu'on a vécu un grand amour. Et que ça, tout le monde n'a pas eu le droit, ou le choix, ou la chance. C'était la chance, le bon mot. Tout le monde n'a pas eu la chance de le vivre. Donc, de se dire, j'ai vécu un grand amour. De cet amour sont nés 2 enfants. Et parallèlement à ça, de toute façon, nous n'avons plus d'avenir ensemble. Mais il n'y a pas de raison de pas se dire que c'est un triomphe, en fait. Donc, ça vient de là. Je pense que quand on traîne des frustrations de, par exemple, ça aurait dû se terminer autrement, plus tard. J'aurais dû agir pas comme ça, comme si. Alors, oui, on peut parler d'échec. Mais là, quand on a été tout au bout, je pense pas qu'on peut parler d'échec dès lors qu'on était tout au bout de l'histoire et qu'on a vécu une grande histoire, ce qui est mon cas. Et je pense, pour revenir à Iris aussi, ce qui lui manque, c'est quelqu'un pour lui faire voir le bon côté des choses. C'est-à-dire, moi, j'ai dans mon entourage ma sœur, qui vraiment est capable, à travers des arguments extrêmement documentés, de me faire voir le bon côté. C'est-à-dire de me dire, non mais attends, regarde, il y a ça qui n'allait pas. Regarde comme ça va mieux à cause de ça. Et une fois que je l'ai eu au téléphone, dans ces situations de grand désarroi, eh ben ça y est, je peux tenir quelques heures. Et après, je la rappelle. Donc il faut qu'elle appelle ma sœur, en fait, Iris. On peut avoir son numéro ? Eh ben, je pense qu'elle nous contacte hors antenne. Donc Iris, pour conclure, on te dit, je te promets qu'un jour ça ira mieux. Oui. C'est peut-être pas demain, mais chaque jour la peine est un peu moindre, et donc un jour ça ira mieux. Moi je te le promets, et je crois que Ben aussi. On te le promet. Deuxième lettre. Tu veux que je la lise ? C'est une fille. Ouais. Elle s'appelle Marianne, on y va. Ok. On a passé 8 ans ensemble. On a décidé de se séparer l'année dernière. C'était devenu invivable. Il n'avait plus envie d'être avec moi depuis longtemps. On a 2 petites filles de 3 ans et 5 ans. On a opté pour une garde alternée. Dans un premier temps, mon obsession était de ne pas changer les habitudes des filles. Leur père a loué une maison près de chez nous pour qu'elles restent dans leur école, qu'elles gardent leur nounou. Garder tout ce qu'on pouvait de notre vie d'avant, c'était ma priorité. J'essaie aussi de ne jamais critiquer leur père malgré les rancunes. Mais j'ai peur qu'elles sentent l'animosité. J'ai aussi du mal à leur cacher que je suis malheureuse. Maman, t'as l'air triste. Pourquoi tu es triste ? J'ai du mal à faire semblant. Je voudrais tant faire bien les choses pour que la séparation leur pèse le moins possible, mais la plupart du temps, j'ai juste l'impression de ne faire que sauver les meubles. Le pire, c'est quand elles sont chez leur père. C'est un déchirement à chaque fois. Je me sens dépossédée. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'ils font. Je me demande s'il a pensé à acheter des goûters pour la semaine. Je me demande s'il a pensé à leur laver les cheveux. Comment je recrée une famille à 3 ? Est-on encore une famille, d'ailleurs ? Et comment je fais le deuil de ma famille, idéalisée peut-être, à 4 ? J'ai l'impression que ce sera forcément moins bien, plus compliqué et triste. Signé Marianne. Signé Marianne. Bon, j'avoue que je suis un petit peu désarmée face à ce courrier, parce que j'ai l'impression que c'est le genre de questionnement ou de douleur
qu'on peut éprouver qu'une fois qu'on a des enfants, ce qui n'est pas mon cas. J'ai l'impression que ça ouvre un continent d'amour que j'ai du mal à même conceptualiser, mais aussi de questions auxquelles je suis bien en peine de répondre, j'avoue. Bah, c'est la question du sparadrap, en fait. Dans une rupture sentimentale qui comporte des enfants, on retire le sparadrap très lentement. Donc ça fait plus mal que de le retirer d'un coup. Il n'y a pas cette solution de ne plus du tout se voir. Il n'y a pas la souffrance du manque comme peut ressentir Iris. Il y a cette espèce de douleur, de gouffre de douleur sourde et longue. Elle est d'autant plus longue qu'on ne se sépare pas vraiment. On n'habite pas loin, on reste une équipe pour les enfants, on reste des parents. Et donc c'est très difficile de se réinventer quand on est dans cette situation. Mais moi je dirais à Marianne déjà que c'est pas un sprint en fait, c'est donc un marathon. Donc déjà pour commencer, elle a le droit de... Moi je dirais qu'elle a le droit de dire à ses enfants qu'elle va pas bien, qu'elle est triste, mais que c'est pas de leur faute. C'est pas eux qui vont régler le problème. Que ça se passe pas hyper bien avec leur père, mais qu'ils restent des super parents et une super équipe, pour toujours. Comme de temps en temps, j'imagine que ces deux petites filles qui sont sœurs et qui s'aiment, de temps en temps, elles se fâchent. Voilà, ça arrive, ça n'empêche que jusqu'au bout, ils seront des parents, et ils seront des parents qui réussiront à être des super parents pour leurs enfants. Mais que là, il s'agit pour elles de se reconstruire. Et peut-être que en se reconstruisant, bah oui, elle va un peu s'éloigner de l'idée qu'elle se faisait d'une famille au départ. Mais c'est un marathon. Donc après, elle va, en se reconstruisant, retrouver ce qui sera l'essentiel de son épanouissement pour pouvoir être une super Marianne et donc une super maman. Puisque avant tout, il faut qu'elle soit une super Marianne pour être une super maman. Et les enfants, ils sont pas toujours gais, enjoués, heureux. Il y a des moments aussi de tristesse qui traversent, qui sont pas forcément pathologiques. Donc je pense que ça sert à rien de leur cacher ou de les protéger de ça. D'abord, ils le sentent à la raison. Et puis, par rapport au père des enfants, là, on sent que... on sent qu'il lui manque, hein, quand même. Enfin, je vois ça, je comprends un peu ça, moi. Mais... Moi, je sens que c'était pas sa décision. Ce que je C'était ressens, pas sa décision, clairement. c'est que elle subit les conséquences d'une rupture qu'elle a pas décidée. Voilà. Est-ce qu'il lui manque plutôt de la rancune, elle dit, les rancunes? Ouais. Mais il y a peut-être du manque. Enfin, il y a forcément du manque. Non, vous avez raison. Je sais pas. C'est pas du manque. C'est le manque de sa vie d'avant, en fait. Le deuil de sa famille idéalisée. Et puis aussi, effectivement, une rupture subie. Et donc, cette fameuse blessure d'amour-propre. Moi, mon père, il disait toujours, il y a pire que blessure d'amour, il y a blessure d'amour-propre. Bon, il est très égocentré, mais enfin, quand même, il a bien raison. Enfin, moi, je pense que c'est très important. Donc, quand on est celui qui est quitté, de toute façon, il faut qu'on traverse cette blessure d'amour-propre, qui est pas évidente. Mais bon. C'est vrai, ça, on pourrait s'arrêter dessus une minute. J'ai l'impression que de toute manière, la séparation trouve à chaque fois 1000 manières de faire mal. Mais c'est vrai que celle-là, en particulier, celle de se dire, cette personne est tombée amoureuse de moi, et 4 ans plus tard, ou plus, on a vécu ensemble, il m'a connue vraiment très intimement, et en fait, il a arrêté de m'aimer. La question, c'est, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Je trouve que c'est déchirant. Je pense qu'il arrête de vous aimer aussi parce qu'il a changé, parce qu'il a pris des virages que vous n'avez pas pris pareil. Et ça, il faut savoir assumer et se sentir digne des virages qu'on a pris, de la personne qu'on est. Ça, c'est très important. Donc, avant tout, là, dans ce que vous dites, il y a l'idée de dire, il a aimé un potentiel, et puis quand il a vu la vérité, en fait, il a pas aimé. Non, l'amour, c'est pas le potentiel. L'amour, c'est la vérité. Sinon, avant, c'est juste c'est aimer. C'est un délire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est aussi un autre problème. Mais quand il y a vraiment, s'aimer pour de vrai, aimer la personne jusqu'au bout de ce qu'elle est, après, on peut ne plus aimer aussi, à travers les virages qu'on prend. Je reviens là-dessus. Et ça, ces virages-là, ça fait que on peut comprendre aussi qu'après, on tombe sur quelqu'un de différent et qu'on n'aurait même peut-être pas regardé dans les années d'avant, mais que finalement, là, tout d'un coup, on s'éprend de lui parce qu'on n'est plus la même personne à travers les histoires d'amour qu'on a vécues, mais toutes les autres histoires de vie qu'on a vécues. Pour en revenir à Marianne, il y a une phrase moi qui m'a bouleversée, c'est quand elle dit « J'essaie de bien faire les choses, mais la plupart du temps, je fais que sauver les meubles. » Oui, mais ça, c'est un passage. Ça, pour moi, c'est juste un moment.
C'est toujours le sparadrap, là. C'est long, ça fait mal, mais en vérité, elle va le trouver, l'équilibre, elle va trouver la technique. Bien sûr qu'on peut recréer une famille à 3, carrément. Et c'est même hyper réjouissant de ne plus avoir besoin de demander l'autorisation à l'autre d'être ou pas ce type de père ou de mère. Puisqu'en fait, on est complètement comme on veut. Pendant le temps où vous les avez complètement à vous. Et puis, il y a une sorte de... C'est quand même un peu une fête. Alors, il faut faire attention à ça, parce que je trouve que moi, les enfants divorcés, c'est un peu ce dont ils souffrent, c'est qu'en fait, quand les parents les reçoivent, c'est la fête. Ils sont pas forcément toujours dans l'éducation, ils sont parfois plus dans la fête. Donc, il faut se méfier de ça. Mais enfin, au début, quand la rupture arrive, quand il faut se recréer, se réinventer, et repartir sur ne plus faire que sauver les meubles, pendant le temps où on sauve les meubles, c'est la fête. Et puis après, une fois que les meubles seront sauvés, là, on repartira dans les trucs plus contraignants et on apprendra à goûter les brocolis. Mais pour l'instant, on va faire beaucoup de frites. Beaucoup de frites et peu de brocolis. Et c'est pas grave. Pendant 2 ans, 3 ans, le temps que ça se termine. Marianne, faites des frites. C'est ça le conseil ? Ouais. C'est pas grave de pas être une très bonne mère, là, pendant le temps où elle se reconstruit. C'est être une bonne mère que de penser ça. J'aurais aimé vous faire dire quelques mots sur votre chanson Semaine A, Semaine B qui parle de ça. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette chanson pour ceux qui ne l'ont pas encore écoutée, mais qui vont aller juste après l'écouter? Ce sont 2 lettres, en fait, de parents séparés qui s'écrivent mais sans s'envoyer les lettres, en fait. C'est souvent ce qu'on fait quand on est séparés. On écrit à l'autre en se disant qu'on lui enverra jamais. C'est mieux de pas lui envoyer. Parfois, on lui envoie quand on est un peu ivre ou trop triste. Il lui écrit ce qu'il est en train de vivre quand il a les enfants et qu'elle est pas là. Et elle lui écrit ce qu'elle vit quand elle a pas les enfants. Enfin, rapidement, parce qu'après, elle reparle aussi de quand elle a les enfants. Mais encore une fois, c'est des lettres qui s'enverront pas, parce qu'ils savent que c'est fini. Et à la fin, ils chantent ensemble le fait que elle dit qu'elle aura plus peur d'être elle-même, parce que elle sera plus empêchée d'être elle-même. Lui, il dit qu'il aura plus peur de la perdre, parce que c'est bon, c'est fait. Et donc tout ça fait que ils sont plutôt satisfaits satisfaits. C'est pas du tout le bon mot. Ils sont, je pense, convaincus du bon choix, mais c'est pas facile, quoi. Donc la bonne distance, c'est à la fois se reconstruire en tant que personne, tout en continuant à être père ou mère, tout en gardant les liens les plus solides possibles avec son ex, tout en se focalisant sur d'autres choses pour se reconstruire. Donc en fait, c'est technique. C'est technique. Il y a un côté un peu acrobatique. Non. Ouais. Ah ouais. Trouver un schéma familial à 3, ça c'est une chose. Trouver la bonne distance avec le père de ses enfants pour que ce soit seulement une équipe parentale, ni plus ni moins. Et avoir la force d'être à nouveau candidate, en fait, à l'amour. Parce que c'est ça qui va tout régler. Parce que c'est ça qui est génial aussi dans les gens qui se séparent, c'est que vont arriver dans ces familles des nouvelles personnes qui vont être pleines d'amour et d'envie. Et ça, c'est génial. C'est très loin d'être du préjudice. Très loin. Ça va permettre d'asseoir aussi la séparation et de créer 2 entités, des nouvelles familles. C'est le principe de la famille recomposée, mais c'est quelque chose de... Ça peut être une chance, quoi, vraiment. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Marianne à la fin quand elle dit « J'ai l'impression que ça sera forcément plus triste ». Ah non. Je suis pas d'accord, c'est sûr que je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord parce que moi, j'idéalise pas non plus le truc A4 dont elle parle, où elle dit idéaliser peut-être. Cette famille A4, qu'on connaît tous très bien, on connaît plein de familles où il ferait bien de se séparer. Hein. Mais ils le font pas parce que ça demande un courage énorme, et on le voit là dans cette lettre. Énorme. Et donc une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a passé ça, mais c'est beaucoup moins triste. C'est vraiment hyper réjouissant. Encore une fois, des nouvelles personnes qui vont arriver dans l'organigramme, qui vont être pourvoyeuses de beaucoup de joie. Donc on passe à la 3e lettre. Ouais. Je me suis séparée de mon ex il y a 1 an et demi, après 6 ans de relation. Je ne dirais pas que la rupture a été simple, ni que je suis vite passée à autre chose. Cette relation me hante encore, jusque dans mes réflexes les plus inconscients. Dans mon couple, j'ai dû faire un certain nombre de compromis dont je n'avais même plus conscience à la fin de la relation. Me remettre de la rupture est passé par une réappropriation de mes envies, de mon temps, de ma solitude et de mon futur. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait un bon bout de chemin puisque j'ai réussi à me construire de nouvelles habitudes, j'ai retrouvé mes passions et un entrain pour beaucoup de choses autour de moi. Je ne suis plus celui que j'étais quand j'étais avec lui. Je ne suis pas non plus redevenu le mec que j'étais avant de le rencontrer. J'ai changé.
Les rencontres avec d'autres gars font aussi partie du processus. Mais ça m'a montré à chaque fois que j'étais encore indécis par rapport à mes attentes. À la fois une envie de légèreté, mais pas non plus une consommation de sexe avec des anonymes. Quand on se voit trop, je sens l'étau du couple se resserrer, et quand on se voit qu'une fois, je sens que ça n'a pas de sens. Alors je tâtonne. Et je sais que j'ai toujours dans un coin de ma tête une comparaison avec mon ex qui parfois me freine. Moins bien, peur de retomber dans les mêmes travers, peur de l'engagement, peur de blesser et d'être blessée. Pourquoi est-ce que je me sens toujours pas prêt à me remettre en couple ? Est-ce que je le serai un jour ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas encore rencontré la bonne personne ? Signé Stéphane. On remarque très subtilement que les 3 courriers que j'ai choisis pour cet épisode sont en fait assez chronologiques. On passe du choc post-rupture avec Iris à Marianne, où j'imagine que c'est quelques mois après la rupture, où elle commence à chercher un nouvel équilibre. Et là, on a Stéphane. Lui, ça fait 1 an et demi qu'il est plus avec son copain. Donc on est encore dans une autre problématique de la séparation, encore une autre étape du timing amoureux. Et dans cette lettre, on comprend bien que guérir d'une rupture, c'est aussi beaucoup une quête identitaire de qui on est, et on en a déjà un petit peu parlé. Et il l'a trouvé, lui, son identité. Enfin, il est content. C'est ce qui est bizarre, c'est que pourquoi il a besoin, en fait ? Pourquoi il me dit, pourquoi est-ce que je me sens toujours pas prêt à me remettre en couple ? Pourquoi c'est un problème ? En tout cas, c'est ça qu'il questionne. J'ai l'impression qu'il est passé par un peu toutes les étapes. Le recentrement, retrouver ses passions, savoir qui on est. Et là, j'ai l'impression que ça bloque un peu au dernier palier. Il dit, mais j'ai fait un peu tout bien. Il se dit, j'ai fait le travail de deuil, j'ai fait le travail de reconstruction de moi-même. Mais quand est-ce que l'amour va repointer le bout de son nez ? Et sous quelle forme ? C'est comme ça que je le comprends. Ouais, c'est ça. Mais du coup, il devrait être beaucoup plus réjoui que ce qu'il est. C'est ça qui m'embête un peu pour lui. Il dit... Alors non, peut-être pas. Peut-être qu'il pose juste la question de pourquoi il se sent toujours pas prêt à se remettre en couple. Bah moi, je pense qu'il est tout à fait prêt à se remettre en couple. Il faut juste tomber sur la bonne personne. Et ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, Stéphane. Hein, il faut persévérer, trouver, chercher. Effectivement, on a peur d'être de moins bien, mais finalement, ça nous rend exigeants. On a peur de retomber dans les mêmes travers. Ça, j'en doute, vraiment. Parce que justement... Vous pensez vraiment qu'on apprend de ses erreurs amoureuses ? Ah, carrément. Ouais. Ouais, j'en suis sûr. Pas vous ? J'aimerais être aussi optimiste. Ah, ça, c'est vraiment un des points qui me fascine le plus. C'est est-ce qu'on apprend vraiment de ses erreurs amoureuses ? Et je crois pas. Pour moi, c'est un mécanisme de protection, en fait. C'est-à-dire qu'on le fait parce que, justement, on a trop souffert la fois d'avant. On a tellement eu mal d'être jaloux. On a tellement eu marre d'être vu comme étant pas comme il faut. On a envie de quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est complètement. Donc, on change complètement de compagnon, et c'est en changeant de compagnon, de compagne, qu'on se découvre une nouvelle identité de couple, et ça va faire de nous quelqu'un de différent. Et on est déjà quelqu'un de différent. Il le dit d'ailleurs qu'il est plus. Je ne suis plus celui que j'étais avant quand j'étais avec lui. Je ne suis plus redevenu le mec que j'étais avant de le rencontrer. J'ai changé. Donc en changeant, forcément qu'on vit plus exactement la même relation. Alors peut-être qu'on n'apprend pas de ces histoires d'amour précédentes, mais en tout cas ça nous change. Stéphane, vous le serez un jour, à nouveau prêt à vous remettre en couple. Vous l'êtes déjà, d'ailleurs, à mon avis. C'est juste que là, la vie, elle est super sans, en fait. Il y a des moments où vous allez vous sentir très en couple, et là, vous vous sentez très seul, et dans le bon sens du terme. Et il faut profiter. Ça veut pas dire une consommation de sexe avec des anonymes. Au contraire, il y a vachement ce truc-là, je trouve, dans le célibat, du fait de profiter et d'accumuler. Je suis pas sûr que ça aille à tout le monde, en fait. Ça fait du bien, sûrement. Mais ça aussi rappelle à quel point c'est rare, en fait, de trouver l'amour, je trouve. La consommation de relations épistolaires, épisodiques. Dans le thème. Ouais, ça. Épisodique à outrance, ça nous fait quand même sentir, nous dire, je vais jamais le trouver ou la trouver. Donc parfois, on n'est pas obligé. Moi, je pense qu'il faut qu'il accueille cette solitude et qu'il s'en accapare, ce qu'il a déjà fait. Voilà, il laisse sa chance, qu'il reste candidat. Voilà, il l'est, mais pas plus. J'ai dit beaucoup de fois candidat. Hein. C'est intéressant, cette notion de candidature, je pense. Justement, ça parle du fait d'être prêt à rencontrer quelqu'un. Vous dites, oui, il rencontrera quand il rencontrera la bonne personne. Sous-entendu, il est déjà prêt à rencontrer quelqu'un, mais si ça n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il n'est pas tombé sur cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'on peut tomber 100 fois sur la bonne personne si on n'est pas prêt à la rencontrer. On n'y prêtera même pas attention, on n'arrivera pas à lui donner une chance. Est-ce que
on ne rencontre pas quelqu'un parce que c'est pas le bon moment pour nous. Donc on est engagé ailleurs, on aime quelqu'un d'autre, et donc on passe à côté de plein de rencontres potentielles, de personnes qui pourraient très très bien nous aller, mais on n'est juste pas disposé à le voir. Et moi j'ai l'impression que Stéphane, c'est un peu ça. Donc du coup, il est peut-être pas prêt. Il est peut-être pas encore candidat. Il dit, cette relation donc avec son ex me hante encore jusque dans mes réflexes les plus inconscients. J'ai l'impression que son ex est encore très présent. C'est très juste. Bon, bah alors il faut qu'il s'empare et qu'il accueille cette solitude avec bonheur. Parce qu'en fait, il lui reste que ça et ça va être super. Ça va vraiment être super, parce qu'en fait, il est plus amoureux, par contre. Oui, il est plus amoureux. Donc ça va. Vous-même, vous avez dit une personne qui pourrait lui convenir, c'est ça que vous avez dit ? Ou lui aller. Ouais. C'est chiant. Bon. On vise c'est pas mal, mais ça va, elle me va. T'es amoureux ? Non, elle me va. Mais bon, je dis ça méchamment, mais en vérité, je suis d'accord avec vous. Il y a des grands amours là-dedans. Il y a aussi des grands amours qui naissent d'autres choses que du coup de foudre. C'est complètement vrai. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Et donc pour vous, qu'est-ce qui fait le plus peur dans ces moments-là ? Alors pourquoi Stéphane, il n'a pas l'air prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau ? Dans mon monde à moi, avant, la peur n'était pas une émotion que j'associais à l'amour ou à la rencontre amoureuse du tout. C'était pas possible. Il y a plein de choses qu'on peut associer à l'amour et à la rencontre, mais avoir peur, je comprenais pas trop. Et en lisant Stéphane et en grandissant, je comprends aussi que effectivement, ça peut faire très peur. Mais moi, j'ai toujours eu cette peur, par contre. Pas les mêmes, mais c'est vachement dépendant de la personne qu'on rencontre en face, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de grisant, quand même, dans l'amour qui naît, puis qui donne tout à fait le courage d'affronter ces peurs-là, largement, en fait. Et si ces peurs-là, elles mettent des bâtons dans les roues de votre amour, c'est des toutes petites roues. Enfin, ça suffit pas. Je pense que c'est normal d'avoir peur de blesser, d'être blessé, d'avoir peur de s'engager. Parce que comme on a dit, quand on s'engage, en plus, on passe à côté de, quand même, les histoires d'amour potentielles parce qu'on est engagé. Donc c'est normal, mais il y a ce truc grisant, porteur, incroyable, qui donne le super pouvoir. Comment ça ? Bah, quand on est amoureux, on a un super pouvoir, moi je trouve. On se sent merveilleux, formidable, on a une énergie énorme, enfin c'est extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'on dit à Stéphane ? On lui dit, tu as peur, mais t'as un peu envie, et un jour t'auras plus envie que peur, et donc faudra se lancer ? Un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Et puis, on lui dit, profite bien de ta solitude en partant, comme tu as l'air de bien t'en emparer. Accueille-la avec plaisir. Rien ne presse, en fait. Tu fais tout comme il faut. Et cette peur dont vous parlez, elle sera complètement gommée par le super pouvoir. Enfin, le sentiment de super pouvoir. En attendant le super pouvoir, on reste comme ça, en fait. Ouais, on reste comme ça, Stéphane. Mais bien sûr, parce que Tout va d'abord, bien. Et puis tomber amoureux, pour que ça marche, il faut que ce soit mieux que bien, pas mieux que rien. Ok ? Donc il faut d'abord être bien. Et c'est là que c'est cool. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ben Mazué, on vous retrouve sur scène en 2021 ? Oui. Du coup, on peut prendre nos places dès à présent ? Exactement. Alors pour l'instant, on n'est pas tout à fait au fait du remplissage, parce qu'il y a les normes sanitaires qui évoluent un peu en permanence. Donc je sais que pour l'instant, c'est plutôt complet pour tout ce qui est le printemps. Mais en revanche, à l'automne, il y a des super dates dans des endroits magnifiques. Donc plutôt à l'automne, sauf s'ils réouvrent un peu plus au printemps. Donc on reste à l'affût. Restez donc à l'affût. En attendant, on peut écouter votre dernier album, Paradis, et ceux d'avant aussi. Une chanson tous les soirs, comme une histoire avant d'aller dormir. Une chanson pour tous les moments de la vie. C'est quand même ça qu'on aime. Merci beaucoup. Merci. La 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 est un podcast d'Énergie Création. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à La 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 le podcast et écrivez-nous vos courriers par mail à lalala@energie.com. La La La, à bientôt.